On va commencer par la première question. Quels sont les deux groupes principaux d'actinomycètes? La réponse: nocardioformes sporoactinomycètes. Deuxième question. En se basant sur la paroi cellulaire, combien existe-t-il de groupes d'actinomycètes? La réponse, c'est 8. Troisième question. Donnez deux autres techniques de classification des actinomycètes. La réponse, premièrement, selon leur ARN-R16S, deuxièmement, selon leur caractère morphologique. Quatrième question. Dans quel environnement peut-on retrouver des actinomycètes? La réponse, presque partout, c'est-à-dire on peut dire omniprésent. Au niveau du sol, dans le compost et le fumier, dans la nourriture, dans l'eau, dans une hôte en tant que pathogène, ailleurs, c'est-à-dire on peut les trouver dans les dents, les intestins d'insectes et ainsi de suite. Cinquième question. Discutez de quelques rôles des actinomycètes au niveau du sol. La réponse: fournissent une structure au sol propice à la croissance de nombreux autres micro-organismes, participent au cycle du carbone et de l'azote par la minéralisation des plantes et des animaux, c'est-à-dire produisent des enzymes capables de dégrader de multiples substrats tels que lignine, cellulose, qui est le bois. Les actinomycètes sont donc d'excellents décomposeurs de matière organique dans les composts et le fumier. Sixième question. D'où provient l'odeur caractéristique de la terre? La réponse: les actinomycètes produisent des terpènes volatiles qui en est responsable. Septième question. Vrai ou faux? Les actinomycètes nécessitent un milieu de croissance humide et n'ont donc pas tendance à coloniser les régions racinaires qui sont habituellement secs. La réponse est faux. Au contraire de nombreuses bactéries, les actinomycètes colonisent facilement les régions secs de la rhizosphère. Neuvième question. Quels sont les modes de prolifération principaux des actinomycètes? La réponse: l'air, l'eau, les insectes. Dixième question. Les actinomycètes sont-ils haploïdes, diploïdes ou quadriploïdes? La réponse est haploïde. Onzième question. Donnez le nom du genre d'actinomycètes dont la génétique a principalement été étudiée. Donnez deux facteurs qui distinguent sa génétique d'une bactérie. La réponse est Streptomyces, chromosome linéaire, facteur de transcription différent, usage des codons par une machinerie enzymatique différente. Douzième question. Quelle est la fonction du gène BLD de Streptomyces? La réponse: formation et fonction du mycélium aérien. Treizième question. Quelle est la fonction du gène WHI de Streptomyces? La réponse, c'est le développement des spores matures. Quatorzième question. Vrai ou faux? Le plasmide des Streptomyces peut s'intégrer au chromosome bactérien via des sites spécifiques. La réponse, c'est vrai. Quinzième question. Vrai ou faux? Les Streptomyces sont capables d'effectuer la conjugaison via la formation d'un pili de conjugaison. La réponse, c'est faux. Ils effectuent une conjugaison par fusion des ifs. 16e question. Décrivez les caractéristiques générales des actinomycètes.
type de bactérie, est-ce que gram positif ou gram négatif, la mobilité, composition de la paroi cellulaire, présence de ribosomes, mitochondries, membrane plasmique, membrane nucléaire, réticulum endoplasmique rugueux, réticulum endoplasmique lisse. La réponse est gram négatif, pas mobile sauf certains spores rarement flagellés, peptidoglycanes et polysaccharides, pas de membrane nucléaire, pas de mitochondries. 17e question. Qu'est-ce qu'un mycélium choénocytique? La réponse, sans septation. La septation consiste en l'établissement de parois transversales délimitant les compartiments ou les spores. Un mycélium choénocytique ne présente donc pas la structure cellulaire classique, il serait plurinucléé avec nombreux organelles et d'apparence ramifiée. 18e question. Distinguer un mycélium de substrat et mycélium aérien. La réponse. Deux substrats, mycélium primaire issu du spore, fonction de germination, croissance apicale sous la surface. Pour aérien, formé d'ifs dressés sur le mycélium primaire, épais, moins ramifié, de structures diverses, contient plus d'ADN que le mycélium du substrat, au-dessus de la surface, uniquement. Répondent oui. 19e question. Décrivez les fonctions des spores. La réponse permet une résistance à des conditions environnementales difficiles qui causeraient habituellement la mort des bactéries. Deuxièmement, reproduction chez certaines espèces passe par la formation du spore. Les exospores sont hydrophobes et s'attachent donc à diverses structures, exemple les insectes, et sont ainsi disséminés. Question numéro 20. Décrivez la germination d'un spore. La réponse. En présence des nutriments adéquats, le spore formera un tube de germination qui donnera naissance au mycélium du substrat. Développement du mycélium du substrat. Développement du mycélium aérien. Formation des structures secondaires. Question numéro 21. Comment sont générés les exospores? La réponse. Par la septation des ifs existants, puis par la formation d'une enveloppe secondaire recouvrant les ifs sporogènes. Cette enveloppe secondaire n'est pas toujours formée. Question numéro 22. Comment sont formés les endospores? La réponse, c'est la formation d'une multicouche externe épaisse et très résistante dans le cytoplasme de l'if. Question numéro 23. Vrai ou faux? Les endospores sont beaucoup plus difficiles à sortir de leur état de dormance que les exospores? La réponse est vraie. Question numéro 24. Dans quelles conditions se forment habituellement les spores? La réponse est en carence. Question numéro 25. D'où provient la source principale de carbone et d'azote des actinomycètes? La réponse, similaire aux autres bactéries. Carbone provient des sucres et d'autres hydrocarbures. Azote provient des acides aminés, protéines et les sels. Question numéro 26. Pour quelles raisons sont principalement cultivés les actinomycètes? La réponse, pour leurs métabolites secondaires diverses. Les antibiotiques plus de 130 commercialisés, insecticides, herbicides, fongicides, antitumoraux, immunosuppresseurs, etc. Question numéro 27. Les antibiotiques sont-ils produits via des processus respiratoires ou fermentaires? La réponse, c'est fermentaire. Question numéro 28. Quel est le substrat principal de la formation de tétracycline? Par quelle voie métabolique? La réponse, le glucose via la formation d'acétyl-CoA et de malonyl-CoA, voie des pentoses phosphates, puis par la formation d'un intermédiaire tricyclique
qui sera transformée en une variété de tétracycline. Question numéro 29. Décrire la corrélation entre le catabolisme des sucres et la production de tétracycline. La réponse. Corrélation inverse. Plus le taux de glycolyse est bas, plus la voie des pentose-phosphates est active. Plus il y aura formation d'acétyl-CoA et malonyl-CoA, et ainsi, plus il y aura formation de l'intermédiaire tricyclique, égale production de tétracycline. Question numéro 30. Décrivez l'épreuve de diffusion en gélose permettant de choisir une souche de culture pour la production d'antibiotiques. La réponse. On ensemence la gélose d'un tapis de bactéries cibles, bactéries que l'on souhaite tuer grâce à l'antibiotique. Deuxièmement, on ensemence une quantité précise de notre streptomycète sur la gélose. Troisièmement, on observe la zone d'inhibition et on mesure l'inhibition proportionnelle à la concentration d'ensemencement dans le taux de production d'antibiotiques. Question numéro 31. Quel est l'avantage d'une souche bactérienne possédant l'enzyme bêta-lactamase? La réponse. La bêta-lactamase permet de contourner l'action de la plupart des antibiotiques dans la tétracycline. Question numéro 32. Comment peut-on sélectionner une souche permettant de contrer la résistance aux antibiotiques? La réponse. On effectue le même test avec des bactéries résistantes à l'antibiotique. On trouvera ainsi une souche d'actinomycète possédant l'inhibiteur de la bêta-lactamase. Question numéro 33. Comment peut-on isoler une bactérie résistante à un antibiotique? La réponse. On ensemence des cultures bactériennes sur des cultures recouvertes d'un tapis d'antibiotiques. Question numéro 34. Quel type de culture est utilisé pour la production de tétracycline? La réponse. Fermentation en culture émergée. Question numéro 35. Vrai ou faux? Lors des premières heures de fermentation, on désire principalement obtenir de la biomasse. On utilisera donc un milieu enrichi en phosphate. La quantité d'oxygène devra être modérée puisque l'excès d'oxygène dans l'air réprime la formation de tétracycline. La réponse est faux. On désire bien obtenir tout d'abord une biomasse importante et pour ce faire, on devra fournir à la culture un milieu enrichi en oxygène avec une faible concentration de phosphate. Ce phosphate est alors utilisé entièrement lors de la croissance en biomasse et devra être fortement contrôlé lors de la phase de production de tétracycline car l'excès de phosphate réprime la production de tétracycline. Question numéro 36. Une présence de chlore en culture induira la production d'un autre antibiotique, la chlorotétracycline. Que pourrait-on faire si l'on désire n'obtenir que de la tétracycline? La réponse est meilleure solution d'obtenir un mutant incapable de produire la chlorotétracycline. Deuxièmement, inhiber l'incorporation de chlore. Troisièmement, réduire le chlore à l'aide d'agents réducteurs. Question numéro 37 et la dernière. Décrire la fermentation en 3 phases des Streptomyces. La réponse. Production de biomasse, utilisation forme en nutriments dans tout le phosphate. Concentration en métabolites primaires élevés, des IF. Diminution de la croissance et augmentation de la production de métabolites secondaires. Les métabolites secondaires sont produits à partir des métabolites primaires. Atteinte du taux de production maximale, baisse de la production, autolyse, fragmentation du mycélium. Fin de la production.